Celui qui connaît les autres est instruit. Celui qui se connaît est sage. Lao Tzu, bienvenue sur The Essence of Life, l'espace où l'on explore les mystères du cœur humain, les stratégies invisibles du pouvoir intérieur et les chemins silencieux vers la paix et la sagesse. Aujourd'hui, nous entrons dans une zone fascinante. Les 5 failles émotionnelles féminines que Machiavel, l'observateur du pouvoir et de la nature humaine, aurait vues non pas comme des faiblesses, mais comme des leviers puissants. Des points de lumière et d'ombre qui, lorsqu'ils sont compris, peuvent transformer la vulnérabilité en avantage injuste, non pas contre les autres, mais en faveur de la conscience de soi. Prépare-toi à un voyage où la douceur devient stratégie, la sensibilité devient force, et la sagesse, la véritable conquête. La compassion. Ce mot semble si doux qu'on oublie qu'il cache parfois la force la plus tranchante qui soit. C'est un murmure dans un monde où tout hurle, une présence silencieuse dans un univers d'agitation. La femme qui comprend la douleur d'autrui détient un secret ancestral. Elle voit ce que les autres ne remarquent pas. Elle sent ce que les mots ne disent pas. Là où d'autres cherchent à convaincre, elle se contente d'écouter, et sans le vouloir, elle façonne l'espace autour d'elle. Car comme le disait Machiavel, comprendre la souffrance, c'est déjà savoir comment les âmes se meuvent. L'empathie n'est pas seulement émotion. C'est une lecture invisible, une cartographie subtile des blessures du monde. On dit souvent qu'elle rend vulnérable, qu'elle épuise. Pourtant, la véritable compassion n'absorbe pas. Elle entend sans se dissoudre. Elle agit comme un lac tranquille qui reflète les tempêtes sans s'y perdre. La femme consciente de cela devient, sans même s'en rendre compte, le centre gravitationnel d'un univers émotionnel. Les gens viennent vers elle pour se décharger, se confier, parfois même se guérir. Mais elle, si elle a compris sa force, ne se vide plus. Elle transforme. Imagine une reine silencieuse, assise sur un trône de calme. Elle n'impose rien, ne cherche pas à dominer, et pourtant, tout s'organise autour de sa présence. Les âmes blessées s'approchent, les orgueilleux baissent la voix, les cœurs durs s'adoucissent. C'est cela, le pouvoir de la compassion consciente, une forme d'alchimie spirituelle. Là où la manipulation veut contrôler, la compassion, elle, influence par résonance. Elle ne force pas le changement, elle l'inspire. Mais attention, la compassion naïve est une faille, la compassion lucide est une force. Machiavel aurait certainement souri devant cette subtilité. Il aurait dit « La pitié est un outil, mais la sagesse consiste à savoir quand s'en servir. » Car la compassion sans discernement attire les prédateurs. Ceux qui ressentent profondément doivent apprendre à filtrer sans se fermer, à donner sans se détruire, à comprendre sans se compromettre. Le véritable pouvoir de la compassion féminine naît du contrôle de la réceptivité. La femme qui sait quand écouter, quand se taire, quand offrir une larme ou un sourire, détient une maîtrise rare, celle du tempo émotionnel. Elle n'impose rien, mais tout le monde finit par suivre son rythme. Et ce rythme, doux et lent, devient contagieux. Il apaise les impulsifs, rassure les nerveux et désarme les calculateurs. Il est dit dans un vieux proverbe zen « Quand ton cœur est paisible, le monde entier devient ton allié. » C'est ça, c'est cela. La compassion stratégique. Ne pas utiliser la douceur pour manipuler, mais pour orienter. Non pas pour dominer, mais pour révéler. Être un océan plutôt qu'une éponge, c'est accepter d'accueillir sans absorber. C'est savoir que les vagues des autres ne t'appartiennent pas. Et dans cette conscience, un calme naît, un calme si puissant qu'il devient magnétique.
Car au fond, la compassion féminine n'est pas une faille à réparer, c'est un royaume à gouverner. Et celles qui le comprennent ne cherchent plus à être fortes. Elles deviennent nécessaires. Il y a, dans le désir d'être comprise, quelque chose de profondément humain et de redoutablement puissant. C'est une faille douce, presque invisible, mais qui peut à la fois ouvrir des portes ou laisser entrer les tempêtes. Ce besoin, souvent mal interprété, ne vient pas d'un manque. Il vient d'un trop-plein, trop d'émotions non dites, trop de pensées restées suspendues dans le silence. Et dans ce vide entre le dire et le comprendre, la femme devient un être d'intuition, cherchant non pas à convaincre, mais à être vue vraiment. Machiavel aurait observé cette faille avec fascination. Il aurait compris que celle qui cherche à être comprise finit souvent par révéler une vérité universelle. La vulnérabilité attire la confiance. Lorsqu'elle parle sans artifice, lorsqu'elle se dévoile sans chercher à plaire, elle désarme. Parce qu'elle fait ce que beaucoup n'osent plus faire, montrer son humanité. Et dans un monde où les masques se succèdent, l'authenticité devient un acte révolutionnaire. Ce désir d'être comprise n'est pas une faiblesse. C'est une lumière qui appelle d'autres lumières. Lorsqu'une femme dit « Je veux que tu me comprennes », elle ne demande pas un accord. Elle demande une rencontre d'âme. Elle cherche à ce que ses émotions ne soient pas traduites, mais ressenties. Et paradoxalement, c'est dans ce besoin que réside une forme d'influence subtile. Celui qui se sent compris se sent redevable. Celui qui se sent entendu s'ouvre. La femme devient alors, sans l'avoir voulu, le miroir dans lequel l'autre se voit enfin clairement. Pourtant, ce miroir peut aussi devenir une prison. Chercher constamment à être comprise, c'est parfois s'éloigner de soi-même. C'est tenter de se traduire pour un monde qui n'a pas toujours les bons mots. Mais quand elle apprend à ne plus quémander la compréhension, à simplement être dans sa vérité, elle cesse d'être dépendante. Elle devient souveraine. Machiavel aurait dit « Celui qui comprend les autres gouverne ». Mais celui qui se comprend lui-même règne. La femme qui cesse d'expliquer ses émotions et commence à les incarner devient magnétique. Son langage n'est plus verbal, il est vibratoire. Son regard parle, son silence enseigne, sa présence rassure. Elle n'a plus besoin de dire « comprends, moi », car elle émane une clarté qui attire naturellement ceux capables de la lire. Il y a une beauté rare dans cette transparence maîtrisée. Ce n'est plus la sincérité qui saigne, mais celle qui éclaire. Une sincérité qui dit « Je ne cherche pas à être accepté, je cherche à être vrai ». Et dans cette vérité, elle libère un champ d'énergie où les cœurs se déposent sans peur. Dans les relations, dans la parole, dans la vie, cette faille devient alors un pont. Elle relie les êtres par la compréhension silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'explication. Comme un proverbe soufi le dit, les mots sont des ombres. Seul le cœur voit la lumière. C'est là que le désir d'être comprise cesse d'être une demande, pour devenir une offrande. Une vibration qui ne cherche plus d'écho, mais qui crée le sien, dans le monde. La sensibilité. Ce mot que l'on prononce souvent comme une excuse, alors qu'il cache une puissance que peu comprennent vraiment. Être sensible, ce n'est pas être fragile, c'est être traversé. C'est percevoir ce que les autres ignorent, sentir ce que les autres rationalisent. Dans les yeux d'un autre, dans un ton de voix, dans un souffle à peine audible, la femme sensible capte les nuances d'un monde que la majorité ne voit qu'en noir et blanc. C'est une conscience amplifiée, un radar émotionnel que Machiavel lui-même aurait vu comme une arme d'observation. Pour lui, la maîtrise du pouvoir commence par la lecture du réel. Mais que se passe-t-il lorsque cette lecture ne vient pas de la raison mais de l'intuition? La sensibilité, dans sa forme la plus fine, devient lucidité émotionnelle, une clairvoyance
intérieur. Là où d'autres réagissent, elle ressent d'abord. Là où d'autres imposent, elle perçoit. Et dans cette temporalité inversée, elle garde toujours une longueur d'avance. Il y a dans la sensibilité un paradoxe magnifique. Elle rend vulnérable, mais aussi invincible. Parce qu'elle ne lutte pas. Elle ressent, elle absorbe, elle observe, puis elle répond avec une justesse presque chirurgicale. Une phrase, un silence, un regard suffisant pour qu'elle comprenne le non-dit. Et dans les jeux de pouvoir, dans les dynamiques humaines que Machiavel décortiquait, cette compréhension du non-dit est la clé. La femme sensible ne domine pas. Elle décèle. Elle ne prend pas le contrôle. Elle anticipe. Et souvent, cette anticipation la protège avant même qu'elle en soit consciente. Mais cette perception accrue peut être un fardeau. Ressentir trop, c'est parfois vivre sans peau. C'est pleurer pour les autres, souffrir pour le monde, s'épuiser dans des émotions qui ne sont pas les siennes. C'est là que réside la faille. Quand la sensibilité devient absorption. Pourtant, il ne s'agit pas de s'endurcir, mais d'apprendre à canaliser cette énergie. Comme une rivière qu'on détourne sans la sécher. Car la sensibilité n'a jamais eu pour but d'être un bouclier. Elle est une boussole. Une femme qui comprend cela ne cherche plus à se protéger du monde. Elle apprend à danser avec lui. Elle sait quand ouvrir son cœur et quand le refermer doucement. Elle ne fuit plus ses émotions, elle les interroge. Elle ne se dit plus « je suis trop sensible », mais « je suis fine observatrice ». Car la sensibilité, ce n'est pas un excès d'émotion, c'est une profondeur de perception. Machiavel aurait peut-être dit « les puissants gouvernent les autres, les sensibles se gouvernent eux-mêmes ». Et c'est peut-être là la plus haute forme de pouvoir. Ne pas être esclave de ce qu'on ressent, mais en faire une science du discernement. La femme sensible qui atteint cet équilibre ne réagit plus, elle choisit. Son silence devient langage, son intuition devient stratégie, et sa douceur devient autorité. Dans un monde de bruit, elle devient l'oreille. Dans un monde de vitesse, elle devient la mesure. Et dans ce calme-là, il y a une puissance que la raison ne pourra jamais imiter. Il existe des présences qui n'ont pas besoin d'être annoncées. On les ressent avant de les voir comme une fragrance subtile dans l'air, une vibration dans l'espace. Le don de plaire, quand il est inconscient, peut être une prison dorée. On séduit sans le vouloir, on attire sans le comprendre, et l'on se perd parfois dans les reflets du regard des autres. Mais lorsqu'il devient conscience, lorsqu'il se transforme en choix, alors il cesse d'être un piège pour devenir un pouvoir tranquille. La femme qui plaît naturellement ne détient pas un charme qu'elle fabrique. Elle émet une énergie. Et cette énergie, Machiavel l'aurait perçue comme l'une des formes les plus fines du pouvoir. Car là où la force impose, le charme propose. Il invite sans contraindre. Il fait bouger les lignes sans même qu'un mot soit prononcé. Le charisme véritable ne naît pas du désir d'être admiré, mais du calme intérieur. C'est une lumière qui ne cherche pas à éblouir, mais à réchauffer. Pourtant, beaucoup se perdent dans ce don. Elles croient que plaire, c'est être validé, désiré, reconnu. Elles s'habillent pour les regards, parlent pour être approuvées, rien pour ne pas déranger. Mais Machiavel, observateur du pouvoir sous toutes ses formes, aurait su reconnaître la différence entre séduire pour exister et exister pour séduire. La première est dépendance, la seconde, influence. Le charme conscient n'est pas une stratégie, c'est une posture d'âme. C'est une femme qui a compris que sa beauté n'est pas seulement dans ses traits, mais dans son regard qui voit, dans sa voix qui apaise, dans sa présence qui ancre. Elle n'a pas besoin de provoquer l'attention, car elle incarne ce que les autres cherchent sans le savoir. La paix dans une silhouette humaine. Son pouvoir ne vient pas de la conquête, mais de la maîtrise.
Elle sait que chaque geste, chaque sourire, chaque silence peut avoir un poids. Alors elle les choisit avec précision, pas pour manipuler, mais pour harmoniser. Là où d'autres agitent l'air avec des mots, elle impose la sérénité d'un souffle. Machiavel aurait sans doute dit « Ceux qui comprennent l'art de plaire gouvernent sans trône ». Mais ce pouvoir est dangereux si la conscience s'endort. Car plaire, c'est aussi attirer l'envie, la projection, le désir brut. C'est devenir surface pour des regards qui ne voient pas la profondeur. La femme consciente de cela apprend à doser sa lumière. Elle sait quand l'allumer, quand la tamiser. Elle comprend que son charme n'est pas une monnaie, mais une responsabilité. Un vieux proverbe berbère dit « Le visage attire, mais c'est l'âme qui retient ». Et c'est là la clé. Plaire sans se perdre, charmer sans jouer, attirer sans dépendre. La beauté véritable n'a pas besoin de décor. Elle est une fréquence. Et cette fréquence, lorsqu'elle est reliée à la sagesse, devient un art, celui de l'élégance intérieure. La femme qui comprend cela cesse d'être l'objet du regard pour devenir le regard lui-même. Elle n'a plus besoin de plaire à tous, car elle s'est déjà plu à elle-même. Et dans ce miroir d'acceptation, elle devient ce que le monde entier cherche, une présence qui éclaire sans brûler. La patience. Dans un monde où tout court, tout exige, tout s'arrache, elle semble être une lenteur coupable. On la confond souvent avec l'inaction, la résignation, voire la peur. Pourtant, Machiavel aurait souri devant cette incompréhension. Car il savait, lui, que le vrai pouvoir n'appartient pas à celui qui agit le plus vite, mais à celui qui attend le bon moment. La femme qui comprend cela cesse de se battre contre le temps. Elle apprend à le sculpter. Il y a dans la patience une forme d'intelligence que la hâte ignore. C'est la sagesse de l'eau qui, goutte après goutte, finit par fendre la roche. C'est la danse silencieuse du serpent avant la morsure, ou la pause du vent avant la tempête. La femme patiente n'est pas immobile. Elle prépare. Elle observe, elle ressent. Elle laisse les forces du monde se déployer avant de choisir sa place. Et lorsqu'elle agit enfin, tout semble soudain s'aligner. Non pas parce que le hasard l'a favorisée, mais parce qu'elle a su attendre que le moment la reconnaisse. Dans la logique machiavélienne, la patience est la forme la plus raffinée du contrôle. Celui qui attend, sans perdre son calme, détient un ascendant sur celui qui s'impatiente. Car la hâte révèle les intentions, tandis que la patience les dissimule. Elle offre un voile de tranquillité derrière lequel mûrit une stratégie invisible. Et c'est cela que Machiavel aurait admiré. La capacité à laisser croire qu'on ne fait rien, alors qu'en réalité, tout se met en place. Mais la patience féminine va plus loin que la ruse. Elle n'est pas une simple tactique politique, c'est une énergie spirituelle. Elle permet à la femme d'entrer en relation intime avec le rythme naturel des choses. Elle apprend à écouter la vie comme on écoute une symphonie. Sans interrompre, sans précipiter la fin, consciente que chaque note a besoin d'être pleinement vécue. Une femme impatiente veut tout comprendre, tout régler, tout vivre maintenant. Une femme patiente comprend que certaines réponses n'arrivent qu'à celui qui sait attendre en paix, que certains destins ne s'ouvrent que quand on cesse de frapper à la porte. C'est ce que Sénèque voulait dire lorsqu'il écrivait « Le fleuve perce la pierre non par sa force, mais par sa persévérance. Ce n'est pas la pression qui crée la transformation, c'est la constance. Et dans cette constance se cache une puissance presque mystique, car la patience n'est pas soumission, c'est maîtrise. Elle permet de voir les choses se révéler d'elles-mêmes sans avoir besoin de les forcer. C'est une manière de dire au monde « Je ne te poursuis pas, je t'accueillerai quand tu seras prêt ». Machiavel aurait vu dans cette attitude un génie rare, la capacité d'attendre sans faiblir, d'observer sans juger, de retenir sans perdre.
Et lorsque cette femme enfin agit, son geste porte la force du temps lui-même. Rien de précipité, rien d'inutile, seulement la justesse du moment parfait. La patience est peut-être la plus discrète des armes, mais aussi la plus invincible, car rien ni personne ne peut lutter contre celle qui a appris à marcher au rythme de l'éternité. L'attachement, ce lien invisible qui relie les cœurs, mais parfois aussi les enferme. On s'y accroche comme à une bouée, croyant qu'elle nous sauvera, alors qu'elle nous empêche souvent de nager librement. Dans le regard de Machiavel, l'attachement aurait sans doute été perçu comme une faille stratégique, un endroit où le cœur trahit la raison, où l'émotion prend le pouvoir. Pourtant, c'est aussi dans cette faille que se cache une force d'une rare profondeur, celle du lâcher-prise conscient. Aimer, ce n'est pas posséder, c'est ressentir sans enchaîner. Beaucoup confondent la fidélité du sentiment avec la captivité du lien. Mais le véritable amour, celui qui élève, n'a besoin ni de contrôle, ni de promesses éternelles. Il existe dans le souffle du présent. La femme qui comprend cela apprend à aimer sans s'y perdre, à donner sans s'effacer, à partir sans se briser. Elle ne fuit pas, elle libère. Machiavel aurait observé que les attachements sont les leviers les plus puissants de manipulation. Car celui qui a quelque chose à perdre devient prévisible. Il réagit à la peur, à la culpabilité, à l'espoir. Mais celui qui a appris à aimer dans le détachement conscient est indomptable. Rien ne peut le contraindre, car rien ne le tient. Ce n'est pas l'absence de lien, mais la maîtrise du lien. Et cette maîtrise, loin d'être froide, est la forme la plus pure de la liberté émotionnelle. L'attachement inconscient naît souvent de la peur. Peur de manquer, de perdre, d'être oublié. On s'accroche aux gens, aux souvenirs, aux versions passées de soi-même, comme si lâcher équivalait à mourir un peu. Mais la vérité, c'est que lâcher, c'est renaître. Le monde ne se rétrécit pas quand on laisse partir. Il s'ouvre. C'est la peur qui enferme, pas la séparation. Il est un art du détachement qui ne tue pas l'amour, mais le rend plus vrai. Un amour qui ne dit pas « reste pour me rassurer », mais « pars si tu dois, je t'aimerai quand même dans le silence ». C'est cette forme d'amour que Machiavel aurait trouvée redoutable, celle qui ne demande rien et pourtant inspire tout. Car la personne qui n'a pas besoin d'être retenue devient paradoxalement irrésistible. Le détachement conscient ne consiste pas à s'endurcir, mais à s'éveiller. À comprendre que l'on peut embrasser le monde sans s'y perdre, qu'on peut ressentir pleinement sans s'enchaîner à ce qu'on ressent. C'est un état où l'on cesse de lutter contre la perte. Parce qu'on a compris que rien ne nous appartient vraiment, ni les gens, ni les moments, ni même les émotions. Tout passe, tout transforme, tout enseigne. Un vieux maître zen disait « Ce que tu refuses de lâcher te possède ». Et c'est vrai. Ce qu'on retient finit par nous retenir. La femme qui ose lâcher, non par dépit mais par lucidité, se libère d'un poids invisible. Elle découvre une force calme, presque royale, celle de savoir que rien d'extérieur ne peut lui enlever ce qu'elle a déjà trouvé en elle. Le détachement n'est pas le contraire de l'amour. C'est l'amour libéré de la peur. C'est le courage tranquille de dire « Je ne retiens rien, parce que tout ce qui m'appartient vraiment reviendra à moi au bon moment. » La quête d'amour. Elle commence souvent tôt, bien avant qu'on puisse mettre des mots dessus. Un regard manquant, une tendresse absente, une approbation qu'on a attendue trop longtemps. Et voilà qu'on passe des années à chercher, à courir, à vouloir combler ce vide par les bras, les mots ou la présence d'autrui. Ce besoin d'être aimé devient parfois une boussole déréglée. Elle tourne sans cesse vers les autres, oubliant le nord véritable, soi-même. Machiavel
observateur des cœurs autant que des royaumes, aurait sans doute vu dans cette quête une faiblesse redoutable, celle qui fait de l'amour un outil de pouvoir pour autrui. Celui qui cherche à être aimé devient manipulable. Il agit pour plaire, se plie pour ne pas perdre, donne pour mériter. Et dans ce déséquilibre, l'amour cesse d'être une énergie libre pour devenir une dette émotionnelle. Pourtant, dans cette faille se cache aussi une révélation d'une puissance rare. La découverte que le manque n'est pas une malédiction, mais une invitation à s'unir intérieurement. Lorsque la femme prend conscience que l'amour qu'elle cherche est déjà en elle, la dynamique s'inverse. Elle ne demande plus, elle rayonne. Elle ne cherche plus de validation, elle en offre naturellement. Son regard change, son énergie aussi. Elle passe de la dépendance à la souveraineté. Et cette souveraineté n'est pas froide ou distante, elle est magnétique. Parce qu'elle émane de quelqu'un qui n'attend plus d'être rempli, mais qui déborde déjà. Le monde est attiré non pas par ceux qui mendient l'amour, mais par ceux qui le distribuent sans peur. C'est là que Machiavel aurait vu la plus belle forme de pouvoir, celle qui ne demande rien, mais inspire tout. Une femme qui aime sans besoin devient inébranlable. Les critiques glissent, les absences ne l'effreinent plus, les promesses ne l'enchaînent pas. Elle ne cherche pas de miroir, car elle est devenue son propre reflet. Mais cette transformation ne se fait pas dans le confort. Elle passe par un dépouillement intérieur, le moment où l'on se regarde sans illusion, où l'on affronte le vide qu'on essayait de remplir. C'est un cri silencieux qui devient compréhension. Le manque cesse alors d'être un gouffre et devient un feu, une lumière qui éclaire ce qu'on n'avait jamais osé regarder. Un proverbe soufi dit « Celui qui cherche l'amour à l'extérieur ne le trouvera jamais. Il habite déjà en lui. » Et c'est là toute la sagesse. L'amour véritable ne se trouve pas, il se réveille. Il était déjà là, tapi derrière les blessures, dissimulé sous les attentes. Une fois réveillé, il ne demande plus à être reçu, il se donne sans condition. La femme qui atteint cet état ne cherche plus à être aimée, elle devient amour. Elle marche avec douceur, parle avec bienveillance, et tout autour d'elle semble s'adoucir. Elle attire, non pas par séduction, mais par présence. Ceux qui la croisent sentent quelque chose de rare, une chaleur qui ne dépend de personne, une lumière qui ne s'éteint pas. Machiavel aurait reconnu là le sommet du pouvoir émotionnel, être entière, même dans le vide, ne pas confondre solitude et manque, ni amour et besoin. Car lorsque la quête cesse, l'amour, lui, commence enfin à vivre. Non plus comme un objet à conquérir, mais comme une énergie qui traverse tout. La culpabilité. Ce fardeau silencieux que tant portent sans savoir d'où il vient vraiment. Elle s'accroche comme une ombre à la mémoire, chuchotant dans les recoins du cœur. Tu aurais pu faire mieux. C'est une douleur qui ne crie pas, mais qui use lentement. Machiavel, dans sa lucidité sur la nature humaine, aurait vu dans cette faille une forme de contrôle intérieur, non pas imposée par les autres, mais née du conflit entre le devoir et le désir, entre ce qu'on a fait et ce qu'on croit devoir être. Mais la culpabilité, lorsqu'elle est observée avec clarté, devient une porte vers la lucidité. Elle est l'écho de la conscience, un rappel que nous avons agi à contre-courant de notre propre vérité. Ce n'est pas une ennemie, c'est une messagère. Elle vient dire qu'il est temps de se réajuster, de se redresser, de se rappeler qui l'on est. Le problème, c'est que beaucoup s'y enferment. Ils confondent la leçon avec la punition. Ils croient qu'expier, c'est se racheter, alors que le vrai pardon commence par la compréhension. La femme qui apprend à dialoguer avec sa culpabilité découvre un art rare,
celui de transformer la honte en sagesse. Elle ne se définit plus par ses erreurs, mais par la clarté qu'elles ont fait naître. Elle comprend que chaque faute, chaque maladresse, chaque mot trop tôt ou trop tard dit quelque chose de son évolution. Machiavel aurait appelé cela la noblesse du réalisme. Cette capacité à regarder la vérité en face sans s'y effondrer. Car la culpabilité, si elle n'est pas transmutée, fige l'âme dans le passé. Elle crée un murmure intérieur qui répète sans cesse « Tu aurais dû, tu n'as pas su, tu as blessé ». Mais celui ou celle qui choisit de la traverser découvre une liberté inattendue, la permission de recommencer. Non pas en oubliant, mais en intégrant. Comme le feu purifie le métal, la culpabilité, lorsqu'elle est comprise, polit l'esprit. Elle nous apprend l'humilité sans nous ôter la dignité. Sénèque disait « Ce n'est pas le poids qui te brise, mais la manière dont tu le portes. » Porter sa culpabilité avec conscience, c'est cesser d'en être la victime pour en devenir l'élève. C'est reconnaître que la douleur peut être un outil d'éveil, une initiation vers plus de douceur, plus de discernement, plus de vérité. La femme qui a compris cela ne vit plus dans le regret. Elle marche plus lentement, mais avec une lumière nouvelle dans les yeux, celle de celles qui ont chuté, mais qui ont choisi d'apprendre à se relever autrement. Elle ne fuit plus ses fautes, elle les bénit, parce qu'elles ont façonné la sagesse qu'aucun livre n'enseigne. La culpabilité devient alors une métamorphose intérieure. Elle transforme la dureté en compassion, la peur en clarté, la honte en force tranquille. Et c'est peut-être là le plus grand des pouvoirs, celui d'embrasser l'imperfection, non comme un défaut, mais comme une trace sacrée de l'évolution humaine. Et toi qui écoutes ces mots, souviens-toi. La paix ne vient pas de l'oubli, mais de la compréhension. Elle naît au moment exact où tu décides de ne plus te juger, mais de te rencontrer. Si ces mots ont touché quelque chose en toi, abonne-toi à The Essence of Life. Ici, chaque histoire révèle la beauté cachée derrière la fragilité, la force dans la douceur et la paix dans la conscience. Rejoins-nous. Ton voyage ne fait que commencer, là où s'éveille ta lumière intérieure.